Au CRCCF pour cette causerie qui a pour titre Retour sur le référendum de 1995, deux nationalismes, plusieurs voix. Merci à vous tous et toutes d'être là en si grand nombre. Au moment où on souligne cette année les 30 ans du référendum de 1995 sur la souveraineté du Québec, et au moment où on constate de plus en plus qu'il semble être un regain de ferveur indépendantiste assez marqué dans certains cas au Québec, et en particulier chez les jeunes, hein, ces mêmes jeunes dont on disait il n'y a pas si longtemps qu'ils avaient définitivement tourné le dos à la question nationale, il était dans l'ordre des choses que le CRCCF souligne cet anniversaire à son tour en parrainant cette table ronde. Nous avons donc le plaisir d'accueillir chez nous M. Jérémy Elmerich. Jérémy détient un doctorat en histoire de l'Université du Québec à Montréal, en sciences politiques, des formations professionnelles, donc le doctorat en sciences politiques de l'Université du Québec à Montréal. Il est actuellement postdoctorant à la faculté de droit à l'Université de Sherbrooke. Ses travaux s'intéressent à l'étude des nations et des nationalismes dans une perspective comparative. Il s'articule le plus souvent autour des concepts d'imaginaires nationaux et de mémoire collective. Et il a du souffle, hein, car ses recherches portent sur le Québec et le Canada, mais aussi sur l'Écosse, l'Irlande du Nord et le Royaume-Uni. Et ce sont ces travaux qui le conduisent chez nous ce soir pour notre plus grand profit. Nous avons aussi le bonheur d'accueillir pour l'occasion notre collègue Anne Trépanier, que vous connaissez sans doute, historienne, là je ne me trompe pas, historienne, et professeure à l'École d'études canadiennes de l'Université Carleton. Les travaux d'Anne portent tout particulièrement sur la construction narrative de l'identité nationale québécoise. Je tiens en main d'ailleurs son plus récent ouvrage paru chez Septentrion l'an dernier, qu'elle nous a présenté lors d'une causerie l'an dernier ici au CRCCF et qui a pour titre donc de Livre au Castor, imaginaire et représentation de la Confédération dans la presse de l'Amérique du Nord britannique 1844-1867. Et pour compléter le trio, nous recevons également le collègue Luc Turgeon, professeur à l'École d'études politiques de l'Université d'Ottawa. Donc, c'est peut-être la première participation à une activité du CRCCF, oui, mais j'espère que ce ne sera pas la dernière. Les travaux de Luc et son enseignement portent sur la politique canadienne et sur la politique comparée. L'accent est emporté sur les États multinationaux. Son plus récent livre, paru cette année chez Routledge à Londres, mais dont je n'ai pas copie malheureusement, est un ouvrage collectif co-dirigé avec Alain G. Gagnon, politologue à l'UQAM, et qui a pour titre Generations and Nationalism Comparing Catalonia, Québec and Scotland. Donc, nous sommes tout à fait dans le thème. Anne et Luc ont très généreusement accepté de commenter les travaux de Jérémy ce soir. Je vous remercie à l'avance tous les trois, Jérémy, Anne et Luc. Et je me perds en cédant la parole à Jérémy pour que discussion s'en suive entre les panélistes et entre nous tous éventuellement vers la fin de la séance. Donc, merci Jérémy, la parole est à toi. Comme tu veux. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup pour votre accueil. Merci beaucoup d'être nombreuses et nombreux ici pour venir m'écouter. Ça me fait chaud au cœur. Je veux remercier aussi Michel Bock et le CRCCF pour leur accueil. Je profite du petit lapsus de Michel pour dire qu'effectivement, je ne suis pas historien. Donc, malheureusement, si vous êtes venu entendre le récit du référendum de 95, vous risquez d'être un petit peu déçu. Même si on va retrouver quand même un certain nombre d'éléments dans ma présentation, c'est davantage une présentation qui se situe dans le domaine de la science politique. Alors, cette conférence, elle s'inscrit, comme l'a bien dit Michel, dans une réflexion plus large qui se situait dans le cadre de ma thèse de doctorat sur une analyse historique, on pourrait le dire de manière prétentieuse, longitudinale, de l'évolution du nationalisme à travers la modernité, dans le cadre d'une comparaison entre les rivalités nationales Québec-Canada et Écosse-Royaume-Uni. Et au sein de cette sociologie historique comparative, si on veut, eh bien, j'abordais une analyse des débats, des discours référendaires, des trois référendums tenus effectivement au Québec et en Écosse,
à savoir le référendum québécois de 1980, auquel je vous ferai écho à quelques reprises, le référendum québécois de 1995 et le référendum écossais de 2014, auquel je vous ferai référence, mais de manière plus sporadique. Alors, je l'ai déjà évoqué à quelques reprises, notamment lors de la soutenance, notamment lors d'un événement organisé récemment par Anne Trépanier à Québec, excellent événement d'ailleurs. Et j'ai eu quelques petites facilités lorsque j'ai commencé mes recherches, c'est que, comme vous l'entendez sans doute encore, je ne suis pas d'ici, et donc j'avais une certaine distance, plus facile à manifester dans le cadre de l'analyse de mon objet d'étude, mais cette distance-là s'est raccourcie au fil du temps. De même, les questions que je me posais au sujet du nationalisme québécois et canadien, écossais et britannique, bien, des questions qui ne me venaient pas forcément justement de mon expérience québécoise ou écossaise, parce que je travaillais en fait initialement sur l'Écosse et non sur le Québec, je suis venu sur l'État. Et ces questions-là, elles venaient justement de mon expérience de Français, pour qui le nationalisme c'est la guerre, comme disait François Mitterrand, pour qui le nationalisme c'est soit d'extrême droite, soit séparatisme assez radical. Ces questions-là, bien justement, les questions que je me posais à partir de ces prémices-là, elles ont conduit, guidé, orienté ma réflexion. Je me suis demandé, en fait, ma question de départ, c'était comment peut-on se dire nationaliste et comment peut-on articuler un discours nationaliste au XXe siècle, au XXIe siècle. Alors, je l'ai dit, la recherche était comparative, donc là, je vais beaucoup parler du référendum de 1995. Et elle analyse donc des rivalités nationales, des nationalismes. Comme je suis un politologue, je vais essayer de définir quand même les termes du sujet. Alors, j'ai l'habitude de définir le nationalisme avec Ernest Gellner, qui nous dit le nationalisme, c'est le principe qui exige la congruence entre une unité politique et une unité nationale. Alors, il y a deux façons, si on veut, de lire cette définition. Soit on a une unité politique qui existe, donc un État, si on veut, et donc on va essayer de faire en sorte que à cette unité politique corresponde une unité nationale. On recherche cette congruence, et donc ça va être ce qu'on appelle le processus de construction nationale, ou quand on ne travaille pas au CRCCF, de nation building. L'autre aspect, l'autre versant, si on veut, de cette définition, c'est on considère qu'il existe quelque chose comme une nation. Donc, pris au hasard, on considère que la nation québécoise existe, et on veut donc la doter d'une institution, d'une unité politique qui correspond à ses frontières. Et dans ce cas-ci, on va être dans un processus de construction étatique ou de state building. Donc voilà pour le nationalisme. Alors le nationalisme, c'est aussi une idéologie de politisation de la culture. Donc on se fonde sur une culture qu'on amène sur le terrain politique, et puis en fait, on va raisonner à partir de ce prisme. C'est un cadre cognitif. On entrevoit le monde comme québécoise, comme québécois, comme canadien, comme canadienne, écossais, écossais, et j'en passe. Britannique, britannique, ça marche très bien. Et donc, si on entrevoit le monde à partir de ce prisme national-là, c'est-à-dire qu'on se situe comme québécois ou québécois, c'est à partir de ce prisme à nouveau qu'on envisage les rapports de force, la répartition des richesses, les rapports intercommunautaires, etc. Eh bien, il faut concevoir ce que c'est que la nation. Alors, la nation, j'ai l'habitude de la définir avec Benedict Anderson. Je promets après, on passe par la définition. Par Benedict Anderson, qui nous dit que c'est une communauté politique imaginée, et imaginée comme à la fois limitée et souveraine. Si on s'arrête un petit peu sur les termes, une communauté, ben, c'est pas simplement une société, il y a quelque chose de plus profond, de plus charnel, de plus sentimental. Elle est politique parce qu'elle se distingue des communautés religieuses, des communautés philosophiques, des communautés sportives, pourquoi pas. Bon, imaginez un tas de communautés, d'associations. Donc une communauté fondée sur le sentiment, dont l'objet, l'activité est politique. Elle est imaginée, bien parce qu'elle repose sur un imaginaire, c'est aussi simple que ça. Elle n'a pas de concrétude, hormis celle justement que lui prêtent ses membres. Et elle est imaginée comme à la fois limitée et souveraine, en ce sens que les limites qu'il a déterminées, qu'il a définies, limites à la fois territoriales, qui correspondent à l'État qu'elle se figure être le sien, ou le territoire qu'elle se figure être le sien, et des clôtures sociales, donc des limites au-delà desquelles il y a d'autres membres, d'autres nations qui lui appartiennent. Alors, justement, une fois qu'on a défini cette nation-là, à partir de ce prisme, il faut aussi aborder la question de l'imaginaire. Alors, l'imaginaire, pour faire simple, c'est grosso modo un ensemble, un magma, un arrière-plan de représentations, de conceptions qui permettent d'appréhender le réel. C'est-à-dire que l'imaginaire, c'est une construction sociale du réel en une réalité
qui fait sens collectivement. Quand je dis imaginaire, c'est-à-dire que c'est faux. Ça veut dire justement qu'on a construit une certaine manière d'interpréter et d'appréhender le monde. Et justement, ben, c'est cet imaginaire que j'analysais à travers ma thèse, qui s'intitulait Des imaginaires rivaux, et en particulier à travers donc, les chapitres consacrés au référendum. Alors, pour effectuer cette analyse, je me suis penché sur des discours référendaires, discours entendus de manière très vaste. Ça comprenait à la fois des conférences publiques, des débats parlementaires, les programmes des partis, les brochures du camp du oui et du non, parce que je me suis intéressé aux deux camps, donc en fait, des trois camps de chaque côté, euh, aux brochures, mais aussi aux écrits, aux interventions publiques d'une société civile qui s'est de plus en plus mobilisée, en particulier on le constate au Québec entre 1980 et 1995, notamment à travers des commissions itinérantes. Voilà. Donc cet imaginaire, je l'ai analysé sous ce volet-là, je l'ai analysé à la fois dans sa dimension historique, ce que j'ai appelé la mémoire, l'imaginaire rétrospectif ou la mémoire, et dans son volet prospectif qui porte, si on veut, sur la manière de concevoir l'indépendance. Qu'est-ce que ça veut dire l'indépendance? Quel rôle on lui assigne? Quelle fonction? Pourquoi faire l'indépendance dans cette éventualité? Alors justement, ben, ces discours, je le disais, il y a une multiplicité de formats, une multiplicité aussi d'acteurs, plusieurs voix. Si on se penche sur le camp du oui, par exemple, au Québec, ben, on avait en 1980 le Parti québécois, aussi des membres de l'Union nationale, des acteurs fédéraux, quelques-uns, des acteurs actrices issus de la société civile, un petit peu, mais c'était essentiellement une campagne quand même qui se jouait à travers des grands partis et à l'Assemblée nationale notamment. En 1995, on peut y ajouter le Bloc québécois, on peut y ajouter l'ADQ. De la même façon, dans le camp du non, ben, on voit aussi une diversité d'acteurs, donc des perspectives différentes, des manières différentes d'envisager eh bien cet imaginaire québécois, canadien, etc. Alors justement, si on se penche sur les résultats de l'analyse, c'est sans doute ce qui vous intéresse plus que mes bavardages méthodologiques, ce qu'on constate d'abord, c'est une évolution du nationalisme québécois. Une évolution parce que en 1980, si on veut, les paramètres qui permettent de l'expliquer, les paramètres sociologiques générationnels, Luc Turlon vient de commettre un excellent ouvrage collectif sur la question, eh bien en 1980, on est face à une génération dont un certain nombre de membres ben, ont été socialisés, ont été à l'école avant la Révolution tranquille, et donc ben, l'identité canadienne-française continue de faire sens. On sait que dans l'historiographie, on dit souvent que la Révolution tranquille, c'est le moment du passage, du basculement de l'identité canadienne-française, ethno-culturelle, etc., à une identité québécoise civique. Et pour un certain nombre de personnes et pour un certain nombre d'acteurs et d'actrices politiques, l'identité canadienne-française est encore présente et il y a une forme de contiguïté entre ces deux identités, de continuité logique entre ces deux identités. Il n'y a pas une rupture nette, franche entre les deux. Alors en 1980, on a un nationalisme québécois porté par l'Union nationale, porté par le PQ, qui justement mobilise ces deux façons de se dire collectivement. On se dit à la fois québécois et canadien-français. Parfois, dans le même discours, on va voir apparaître ces deux ethnonymes, ces deux occurrences, ces deux manières de se désigner. On va voir aussi que justement, sous ces deux noms, on va avoir des réalités un peu mouvantes, un peu fluctuantes. Parfois, ça va être très civique, uniquement le critère de la langue qui va subsister. Et puis parfois, ça va être un petit peu plus substantiel, un petit peu plus historique. On va mobiliser davantage d'éléments. En 1995, en revanche, la rupture, si on peut dire, historiographique, elle est consommée. L'identité canadienne-française n'est plus mobilisée en tant que telle, elle ne fait plus recette, elle est sans doute aussi clivante vis-à-vis de la population. Puis il y en a un changement de garde, un changement de génération aussi. Et donc, en 1995, on n'a plus cette opposition entre nationalisme civique et nationalisme ethnoculturel, mais davantage une coexistence de deux nationalismes civiques. L'un qu'on pourrait qualifier de libéral, autour notamment de Jacques Parizeau, ce sera sujet à discussion, mais on se souvient beaucoup de la phrase de Jacques Parizeau à la toute fin, à l'après, au soir du référendum, mais durant la campagne, le discours de Jacques Parizeau n'est pas exactement celui-ci. Il est beaucoup plus ouvert sur la diversité. Et un discours davantage qu'on pourrait qualifier de républicain plutôt que libéral, qui est plutôt porté par Lucien Bouchard, qui a une vision communautaire plus tissée serrée, on peut dire, pas ethnocentrique, mais davantage cohésée, de manière un peu plus consensuelle. Alors ces tensions ou cette opposition ou cette coexistence des deux courants,
Elle se manifeste déjà en 95, et puis évidemment, on sait qu'elle va se manifester de manière encore plus saillante au début, au milieu des années 2000. Donc on voit en fait qu'il y a déjà ce fil tiré là, on peut remonter jusque dans les années 90, justement entre ces deux pôles-là, ces deux conceptions de l'identité québécoise qui vont s'exacerber au moment notamment de la crise des accommodements raisonnables. Ce qu'on constate aussi, une autre mutation, c'est le sens, je le disais un peu plus tôt, le sens accordé, attribué à l'indépendance. En 1980, on constate que pour une certaine partie du camp du oui, l'indépendance se situe dans la suite logique de ce qui s'est passé au moment de la Révolution tranquille, des mouvements du nationalisme québécois décolonial, révolutionnaire, autour du FMQ, autour du RIM, etc. On va voir encore ces acteurs politiques-là qui vont militer très activement pour le oui. Je pense notamment à Pierre Bourgault, c'est un des exemples, André Dallemagne, Val Boncoeur, etc., vont remobiliser cet imaginaire-là d'un Québec colonisé. Et justement, à travers ce discours-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi chez ces auteurs-là la volonté de se rapprocher des populations autochtones aussi. On identifie le sort du Québec et des Québécois à celui des communautés autochtones, elles aussi colonisées. Donc on voit ce courant-là considère au fond que l'indépendance est une nécessité parce qu'il y a un risque de disparition de la nation québécoise ou de la nation canadienne-française. Il y a des dynamiques de spoliation, des dynamiques d'assimilation qui la menacent en tout temps. Et à côté, on voit aussi une formulation davantage qu'on peut qualifier de moderne du nationalisme qui s'attache justement à l'identité québécoise et qui va au fond nous dire Québec est une nation, ça doit former un État, ça doit se constituer en État-nation. Donc il y a ce paradigme-là, plus moderne, qui coexiste avec le paradigme qu'on pourrait qualifier de révolutionnaire ou décolonial. En 1995, je le disais, changement de garde, changement aussi culturel, la société s'est modernisée, peut-être davantage aussi de confiance dans la capacité du Québec à mener ses propres politiques, politiques culturelles notamment, assurer sa sauvegarde. Et ce courant qu'on pourrait qualifier de révolutionnaire va perdre énormément d'ampleur, va quasiment disparaître. Et ce rapport à l'indépendance va se définir différemment. Les motifs, les justifications de l'indépendance vont évoluer. On va voir toujours un courant qu'on pourrait estimer à peu près à la moitié du temps du oui, qui nous dit le Québec est une nation, elle doit être indépendante, point, c'est aussi simple que ça. Mais on voit aussi, et ça vient beaucoup justement des initiatives menées par la société civile qui vont être reprises par les actrices et les acteurs politiques, on voit beaucoup l'idée que l'indépendance du Québec, la souveraineté du Québec devrait s'attacher à un projet de société, à l'idée d'un projet de société, ça qui devrait justifier l'indépendance du Québec. Alors parfois, le rapport de causalité ou de justification se situe dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire que parfois, l'indépendance permettra de faire bien des choses, mais d'autres fois, l'indépendance ne se justifie qu'à condition qu'on puisse opérer justement ce changement, ce projet de société. Alors, si vous avez entendu par exemple Manon Massé dans les derniers jours, elle situerait un petit peu dans cette logique-là quand elle nous a expliqué que, au fond, si c'était pour avoir une indépendance de droite, il valait peut-être mieux rester au Canada. Donc, elle a assorti la condition, l'objectif d'indépendance, justement au fait de faire une indépendance de gauche, dans certaines mesures. Dans ce discours-là, je ne généralise. En 2014, ça me permet de faire justement ce petit détour par l'Écosse, en 2014, l'idée d'une normalité de l'indépendance est toujours présente, mais elle est beaucoup moins répandue, elle constitue une part bien moindre du discours indépendantiste écossais, et on va plutôt, justement, on va faire on va opérer ce qu'on appelle un nationalisme ou un indépendantisme utilitaire. C'est-à-dire que là, pour le coup, la majorité du mouvement indépendantiste écossais va expliquer que l'indépendance en elle-même, ça n'a pas spécialement d'intérêt en soi. Ce qui est intéressant, c'est justement que ça va permettre de mettre en place des politiques plus social-démocrates, de gauche, plus ouvertes sur la diversité, etc. Donc, on remet en cause ce paradigme-là de l'État-nation, de la normalité, si on veut, du fait stato-national. Alors ça, c'est une des évolutions importantes. Une autre évolution que j'ai constatée, c'est le changement du rapport à l'histoire et au temps. Alors, pour effectuer cette analyse-là, je me suis penché, j'ai produit un espèce de cadre d'analyse qui repose sur ce que François Hartog, ce que Reinhard Koselleck plutôt a appelé les régimes d'historicité. Donc, en fait, comment on conçoit, si on veut, la texture du temps.
la manière dont la temporalité se déploie, dont le récit va se déployer. Ce qu'on constate au Québec, c'est que le terme peut-être qui définit le mieux ce récit-là, la structure du récit québécois, c'est l'idée de continuité. C'est l'idée qu'au fond, ben, il y a quelque chose comme une persistance d'une identité québécoise, d'une volonté québécoise, de ce que Joseph-Yvon Thériault appelle une intention nationale. Je sais que je parle à peu près dans des terres qu'il a fréquentés, donc ce nom sera un peu. Donc la persistance d'une intention nationale, ça c'est quelque chose de fondamental dans le récit, la manière de plaider, d'argumenter en faveur d'une histoire, d'une spécificité québécoise. Et je dis plaider parce que c'est pas par hasard, parce que si on se penche sur les discours québécois de 1980, la plupart de ces discours sont constitués à deux tiers ou à trois quarts par un récit historique. Chaque acteur va commencer son discours en nous disant, ben, nous sommes arrivés certains vont rappeler que, je sais pas moi, la famille Asselin ou la famille Fortin est arrivée en telle année, qu'elle a pris souche en Nouvelle-France et que, au fond, il va y avoir une espèce d'interconnexion entre un récit familial, personnel et un récit collectif, celui de la Nouvelle-France, celui du Canada français et puis du Québec ultimement. Donc on voit que l'histoire joue un rôle très très important, va occuper une place très importante aussi dans le récit, mais pour une raison très simple, parce que on est sur le terrain de ce que Max Weber appelle la légitimité traditionnelle. C'est une forme de justification d'exposer de l'existence d'une identité spécifique, d'une nation. On cherche à le démontrer en affirmant et en démontrant sa profondeur historique. Et ça, on le voit vraiment en 1980, c'est quasi systématique. Presque tous les discours commencent par un long préambule expliquant que la trajectoire collective remonte à la colonisation de la Nouvelle-France. Et puis, on va passer par tout le cheminement. On va faire un récit vraiment très, très détaillé. En 1995, ce récit déjà perd beaucoup de son épaisseur. On réduit beaucoup la longueur du récit historique. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de récit historique, mais il est beaucoup plus court, d'une part. Il est beaucoup plus court, notamment dans l'importance qu'il occupe, dans la place qu'il occupe dans le discours lui-même, mais il est aussi beaucoup plus court historiquement. C'est-à-dire qu'on ne s'intéresse plus à ce qui s'est passé au moment de la Nouvelle-France, on ne le mobilise plus en tant que tel, ou à la limite, on l'évoque simplement. Mais le point de départ n'est plus justement situé à 1534 ou au XVIe siècle, mais il va plutôt se situer en 1867, au moment des débuts de la Confédération, ou pour certains, au moment de la rébellion des Patriotes, parce qu'on va considérer que c'est une sorte de point tournant. Donc il n'y a pas, en 1995, cette idée d'un espèce d'âge d'or originel qui serait celui de la Nouvelle-France, qui aurait été perturbé par la conquête. Non, on commence cette histoire-là par la Confédération, par la rébellion des Patriotes. C'est à la fois le point de départ et le point tournant. La situation initiale est l'élément déclencheur du récit. Et justement, on va repasser à travers ces péripéties pour nous expliquer que le Canada a toujours été identique, toujours été similaire, c'est-à-dire à chercher à s'en prendre aux francophones, aux Québécois, à empêcher le Québec de se déterminer, à refuser de le reconnaître. On est juste après Minch et Charlottetown. Donc, on essaie d'expliquer qu'au fond, il y a, en bon français, un pattern dans la Confédération canadienne, et puis, au fond, on y est un peu condamné. Et par conséquent, bien que l'indépendance, on peut aussi la justifier parce qu'on a cru au fédéralisme et qu'on nous a trompés. Également, ben, ça participe de ce récit-là, la structure du récit. Je vais parler de continuité, mais on peut aussi parler de la question du déclin ou du redressement. Et ce qu'on voit beaucoup, c'est l'importance du mythe de la Révolution tranquille, qui va se manifester en 80, mais surtout encore plus en 1995. Et justement, ce récit-là, ce récit d'une histoire qui commence, d'un Québec qui peut réussir, il va prendre racine, il va prendre souche dans cette année 1960, et souvent même un certain nombre de récits, de discours vont prendre pour point de départ 1960. Donc on voit en fait, au bilan, un raccourcissement considérable de la longueur du récit historique, c'est-à-dire que l'histoire ne joue plus le même rôle dans le discours, dans la justification de l'identité nationale et dans la justification ultimement de l'indépendance. Elle ne joue plus le même rôle, mais aussi elle se raccourcit historiquement, c'est-à-dire qu'il y a un passé qui n'est plus pertinent de mobiliser dans l'actualité politique. Et alors, justement, ben, on voit à travers ça un changement de régime d'historicité, un régime d'historicité, justement, qui est davantage ancré dans un temps court et non plus dans un temps profond.
anciens. Alors justement, cette mobilisation d'un temps plus court, en quelque sorte, elle s'explique aussi par la rationalisation du discours. Je le disais, l'histoire occupe moins de place dans ce discours-là parce qu'il y a autre chose qui occupe la place. Ce sont les questions économiques, ce sont les questions des relations internationales, ce sont les questions de la place du Québec sur la scène mondiale. C'est un discours qui est aussi moins auto-centré, mais qui est beaucoup plus présentiste de manière générale. Et donc, on voit se dégager davantage un discours qui est plus tourné vers ce que j'ai appelé l'imaginaire rétrospectif, la mémoire, mais davantage vers justement l'imaginaire prospectif, la projection, les motifs de l'indépendance elle-même. Pourquoi on fait ça? Ça se situe devant plutôt que derrière. Alors, je me suis penché sur le camp du oui, mais je me suis aussi penché sur le camp du non. Ça, c'est peut-être un peu plus singulier. Là aussi, sur le camp du non, on constate des évolutions qui sont assez similaires. Sur le plan historique, on voit, il faut distinguer dans le camp du non plusieurs acteurs également. Là. Donc, on a évidemment les acteurs fédéraux au Québec, le Parti libéral, le Parti conservateur, NPD, etc. Mais il faut évidemment les distinguer des acteurs provinciaux. Parce que, justement, ceux qui se situent, qui parlent depuis le Québec, eh bien, ont un angle, un cadre cognitif différent aussi. Et là, on voit justement une différence patente entre ces deux types de discours, puisque chez les acteurs du centre d'Ottawa, si on veut schématiser, et j'inclus à Ottawa les acteurs type Pierre-Éliott Trudeau, eh bien, on accorde une importance assez fondamentale au moment de la fondation, en 1867, et on va même revenir dans une certaine mesure un petit peu avant pour expliquer que, au fond, Canadiens français et Canadiens anglais ont toujours plus ou moins coopéré, qu'il y a eu une forme de bonne entente qui a été possible à certains moments. On va insister sur ces moments de bonne entente possibles. Chez ce que j'ai appelé les unionistes ou les fédéralistes québécois, on va remonter des origines plus lointaines que 1867. On va convoquer une histoire un peu plus longue, en 1980, pour justement fonder, articuler la place du Québec au sein du Canada, le rôle qu'il a pu y jouer, le rôle spécifique, la fonction spécifique au sein de la Fédération canadienne jouée par le Québec. Mais en 1995, là aussi, ce qu'on constate, c'est la coupure. À la limite, je dirais même qu'on écarte 1867 et qu'on va plutôt remonter, essayer de reconvoquer des choses comme la commission Laurent-Doddenton, où là, il y a eu une idée possible, le bon moment de Mitch, avant l'échec, où il y avait une tentative d'accommoder le Québec, de concorde, qui se manifestait là. Et puis, le rôle aussi du Québec vis-à-vis de la francophonie canadienne, qui était aussi mobilisée à quelques égards, qui jouait en fait le rôle, cet argument-là, d'une forme de fidélité historique. Mais globalement, cette histoire-là aussi se raccourcit dans le camp du non, dans le camp unioniste, dans le camp fédéraliste. Le rôle se réduit et puis on se dégage une forme de présentisme, là aussi. On se cantonne sur des enjeux très contemporains, sur l'argument des gens ordinaires. Bon, le référendum, c'est au fond une perte de temps. Ça ne permet pas de payer les factures, ça ne permet pas d'augmenter les salaires, ça ne permet pas d'accéder à des soins de santé, etc. En sens, Pierre-Éliott Trudeau est une sorte de précurseur. C'est un cas un peu singulier en 1980 parce que il mobilise à la fois un discours très historique en faisant appel un petit peu à l'imaginaire des pionniers de la Nouvelle-France, des bâtisseurs qui sont allés jusqu'aux Rocheuses, jusque dans l'Ouest canadien, mais aussi il va faire une espèce de révisionnisme historique très intense, à travers notamment le document Le temps d'agir, où il explique que le Canada, c'est une terre d'immigration, dont les Canadiens francophones et les Canadiens anglophones sont eux aussi des immigrants, comme les autres, comme ceux arrivés plus tard, et que les Autochtones sont même les premiers immigrants. On va un petit peu loin. Donc cette histoire-là, on la voit se raccourcir. On voit aussi une mobilisation du paramètre du territoire, qui est assez intéressante, une évolution entre 1980 et 1995. En 1980, le territoire, il est mobilisé dans son caractère matériel, c'est-à-dire que le territoire, c'est une possession, c'est une propriété. Et là, on voit un peu la réminiscence ou la survivance, si on peut dire, d'un imaginaire colonial où, au fond, le territoire est envisagé comme un territoire ressource. En 1995, probable effet des débats autour de la crise d'Oka, des débats sur Charlottetown,
Là, le territoire, ça devient un objet sacré. Le territoire canadien est paré d'objectifs, d'un type de beauté, de diversité. Donc, on voit aussi qu'il y a une connexité entre la diversité du territoire et la diversité de la population. On emploie la métaphore de la maison canadienne qui peut abriter donc, une diversité de population. Et puis, en fait, je dirais même, ce qui est intéressant, eu égard à cette question de la manifestation des discours autochtones, c'est que le rapport au territoire, il s'inverse. C'est-à-dire que ce n'est plus l'homme qui possède le territoire, c'est le territoire qui possède l'homme. C'est l'homme qui est habité par la nature, il y a une dimension très spirituelle. Il y a un certain nombre d'auteurs qui vont dire que le camping, c'est le sport national des Canadiens, puis que cette fusion à la nature, elle est en quelque sorte, c'est une sorte d'identité politique ou culturelle. Également, ce qu'on constate dans ces discours du non, c'est la différence dans la nature de l'attachement au Canada. Ça vous surprendra sans doute pas. Quand on se penche du côté de la politique fédérale, ben, je vous le disais, il y a une dimension historique qui subsiste. Il y a une forme d'unicité du récit. Il y a un récit canadien, au fond, dans lequel s'entremêlent les deux communautés linguistiques. Mais quand on se dirige vers le camp du non au Québec, eh bien, le rapport à l'État n'est pas le même. La justification du rôle de l'État ou de l'attachement à l'État n'est pas le même. Ce qui est intéressant dans l'État canadien, pour le camp du non situé au Québec, c'est notamment la péréquation. C'est en particulier le fédéralisme, l'autonomie, qui permet une expression culturelle que ne permettent pas les États unitaires. Alors on va se servir souvent du contrepoids, dire aux souverainistes québécois, mais si vous voulez fonder, vous êtes très amis avec les Français, regardez ce qu'ils font avec leur minorité régionale. J'imagine Cornelia Graziani hochera la tête, ou nos amis bretons au fond de ça. Et aussi, ce qu'on va voir, c'est la différence de nature du lien, de fidélité ou d'allégeance à l'État. Et ça, c'est très intéressant. Si on se penche du côté des gens, des unionistes ou du camp du nom d'Ottawa, ben, il y a quelque chose de sentimental à être canadien. Je l'ai un peu évoqué avec la question du camping, etc., ou de la fusion avec l'État, la mission aussi providentielle du Canada sur la scène internationale. Donc, tout ça participe d'une identité politique, d'une identité culturelle qu'on est capable de projeter, d'une différence aussi sur le continent nord-américain vis-à-vis des États-Unis. Euh, bon, ça fait peur à personne, y compris à des acteurs qui se sont exprimés en 80 et en 95, d'avoir défendu en 1980 l'unité canadienne au nom de l'accès au pétrole et en 1995 d'expliquer que le Canada, au fond, c'est un pays vert. 15 ans ont passé. Mais si on se penche sur le camp du non au Québec, ben, ce rapport au Canada n'est pas le même. Évidemment, il y a eu Mitch entre-temps, il y a eu les promesses déçues de 1980, un certain nombre de choses se sont passées. Et ce qu'on constate, par exemple, chez Daniel Johnson, c'est que dans la brochure du non, il va nous expliquer que, on connaît cette formule, nous sommes de nationalité québécoise et de citoyenneté canadienne. Donc d'un côté, on a un lien sentimental, culturel, historique, et de l'autre, on a un lien qui est strictement juridique. Le lien de citoyenneté, c'est un lien juridique. C'est le fameux passeport de Jean Charest. Également, on va retrouver ça chez Claude Ryan, en 1980, et je me suis permis de noter un discours que je vais vous lire ici. Peut-être que vous auriez aimé avoir davantage de discours. J'en ai en réserve, rassurez-vous. Ryan nous dit mais le Canada est en même temps notre pays. Nous sommes attachés au sol canadien. Ce n'est pas notre faute. Nous y sommes attachés viscéralement, profondément, historiquement. Ce n'est pas un réflexe de cœur. C'est parce que nous trouvons, il fait une espèce d'incise, on nous a attachés aux richesses naturelles de ce pays, autant au pétrole de l'Alberta qu'au gaz des grands territoires. Bon, après, il égrène le nombre des richesses naturelles du Canada. Mais voilà, ce n'est pas un réflexe de cœur, c'est un réflexe économique, utilitaire. Et donc là, on voit que se dégagent en fait deux formes d'unionisme, un unionisme qu'on pourrait qualifier de pur, fondamental, sentimental, qui s'attache au nationalisme canadien. Justement, j'ai parlé de deux nationalismes. Il y a un nationalisme canadien pour le nom, mais il y a aussi un nationalisme québécois pour le nom. Ça, c'est intéressant. Justement, le discours de Ryan nous révèle ça. C'est qu'il y a, vous savez, c'est aussi la formule de Le Sage, le Québec, ma patrie, le Canada, mon pays. Ben, on voit aussi cette dualité du rapport entre le Québec et le Canada. Et alors, peut-être que ça vous intéressera un petit peu moins, mais l'aboutissement de cette réflexion-là sur délimitation du camp du non, eh bien, j'en ai produit une espèce d'analyse typologique, justement, où je repars de ces cadres cognitifs, du fait que les acteurs se situent
s'identifient soit comme Québécois, soit comme Canadiens. Et puis j'ai croisé ça avec le sens ou l'importance qu'ils attachaient à l'autre identité. Donc on a certains acteurs du camp du non qui nous disent, ben, il y a une seule chose, c'est l'identité canadienne, l'identité québécoise, je ne la reconnais pas. Moi j'appelle ça du nationalisme moniste, parce qu'il y a une seule identité possible. Et puis, il y a des acteurs qui s'identifient comme Canadiens ou Canadiens anglais, qui nous disent bon, il y a une pluralité d'identités possibles, je reconnais que le Québec est une nation, une société distincte, etc., etc. Et donc, dans ce cas-là, on parlera plutôt d'unionisme pluraliste. Et en fait, en fonction de ce cadre cognitif, de la compatibilité possible des identités, et puis du rôle que chacune d'elles joue, eh bien, on aboutit à une forme de typologie où on voit d'un côté un unionisme moniste, du côté canadien, où au fond, il n'y a que l'identité canadienne, et puis de l'autre, un unionisme moniste du côté québécois, où là, il n'y a que l'identité québécoise, et puis on a ce cadre juridique-là qui se dégage comme argumentaire. Et puis, on a des formules un petit peu intermédiaires, de part et d'autre, où on va reconnaître la coexistence, la possibilité des deux identités et de leur compatibilité. Donc là, on parlera plutôt d'unionisme pluraliste, et puis en fonction de la position des différents acteurs, eh bien, ça donne un rapport particulier justement sur la primauté que vous, l'identité ou l'autonomie, sur la manière d'envisager aussi l'autonomisme fédéral. Peut-être une formule en guise de conclusion, encore une fois, c'est une formule de 80, 95, donc qui synthétise un petit peu tout ça. C'est encore une fois Claude Ryan disait le Québec est également fier de son appartenance géographique, économique et politique à l'ensemble plus large du Canada, au-delà du partage d'éléments historiques. Le Québec participe des institutions politiques, économiques et sociales avec les Canadiens, tout en formant une société distincte. Donc là, on voit peut-être l'expression justement de cette double appartenance. Donc on voit aussi que les discours ne sont pas univoques. Il y a une forme parfois de contradiction ou de paradoxe ou de coexistence chez une même personne. Il y a un discours qui peut être pluraliste ou moniste, qui peut considérer qu'on peut être québécois tout en étant canadien, ou bien on peut appartenir au Canada sans être véritablement canadien. Je vous remercie. Merci, Jérémy. On pourrait peut-être enchaîner directement soit avec le commentaire d'Anne Trépanier, soit avec celui de Luc Turgeon, selon l'ordre qui aura été déterminé entre vous. Donc, merci Anne, si tu veux bien lancer le bal. Ben, d'abord, merci pour cette conférence. Il nous rappelle la coexistence des deux nationalismes civiques. C'est important de le redire parce qu'on est dans une période un peu trouble où cette question de nationalisme et de nation et de mémoire sont remélangées. Pour dialoguer avec ta réflexion qui évoque une espèce d'amorce d'éclipse de la mémoire historique, je voudrais peut-être suggérer que cette éclipse n'est pas une disparition qui appelle un retour comme tel, mais une transformation. J'ai l'impression que l'idée de nation se déplace, elle change de registre, pour ne pas dire d'état. Je proposerais de lire la nation québécoise contemporaine comme un genre de fantôme. Elle persiste, mais sous une forme spectrale, spectaculaire, performée, sans véritable ancrage narratif. Parce qu'elle fait un peu peur aussi. Et aussi parce que le référendum de 95, c'était le 30 octobre, et puis le lendemain, c'était l'Halloween. Et puis parce qu'on a vu plusieurs caricatures de 1995, la semaine dernière, qui reprenaient plus ou moins toutes des tropes de peur et de fantômes. Et je pense que ça m'a habité. Si on réfléchit sur la mutation du concept de nation québécoise à travers ses formes narratives et performatives, eh bien, on peut dire évidemment, comme tu l'as dit, que la nation québécoise était autrefois
investie d'une espèce de transcendance spirituelle et politique, puis qu'elle s'est progressivement sécularisée au profit d'une culture qui se voulait commune, désormais chargée de tenir lieu d'horizons symboliques. Or, cette transformation, en remplaçant le mythe par la mémoire et la foi par la performance, a aussi aplati le récit collectif en lui retirant sa profondeur historique et sa puissance de projection. OK, un exemple. Sur le calendrier symbolique, on a la fête de la Reine, la fête de Dollars, la fête des Patriotes qui tombent le même jour. Est-ce qu'on pense aux Patriotes? Est-ce qu'on pense à Victoria? Puis est-ce qu'on pense à Dollars des Ormeaux? Non. On pense à la façon dont le groupe qui nomme la fête se place par rapport au groupe qui nomme les autres fêtes. C'est ce que j'entends par aplatissement de la profondeur historique. Donc, on est dans l'horizontal. On se sert de l'histoire comme mémoire pour se positionner. Alors, je pense que la nation ne disparaît pas comme telle, elle devient spectrale, elle hante la culture plutôt qu'elle ne l'organise. Et puis, ce déplacement invite à repenser le rapport entre les groupes, mais aussi entre historicité, imaginaire et narration. Alors, ça serait comme le résultat d'un double processus de la postmodernité, la sécularisation de la nation comme telle, puis l'anéantissement ou l'appauvrissement de la narration. Afin de penser la nation comme un tout, je pense qu'il faut prendre à bras-le-corps sa performance comme telle. Ce qu'elle annonce, ce qu'elle projette, ce qu'elle dit, ce qu'elle fait, comment elle le fait. Un peu comme quand on pense à la performance de l'identité. D'abord, on se distingue, ensuite, on s'identifie à des choses pour enfin se définir dans le but de se faire reconnaître comme individu, famille, groupe. Donc, la nation québécoise a pris sa place dans l'art et dans l'histoire publique en suivant une mutation qui correspondrait à une sécularisation progressive de son idéal, un effacement progressif de son rapport au temps et à la communauté transhistorique au profit de la déclaration d'appartenance municipale. Y a-t-il une culture de la nation au Québec? Le passage d'une nation transcendante à une nation immanente, d'une espèce de culte national à une culture de la nation. C'est pas seulement un changement de vocabulaire, c'est une transformation du rapport au récit et à la possibilité même du commun. Vous avez montré avec Renan que l'imaginaire national repose sur deux dimensions, le passé et le futur. Bon, vous avez mentionné qu'en 1980, presque chaque discours débutait par l'histoire de la Nouvelle-France, etc., avec des marqueurs, des bornes événementielles. Chaque mot, chaque phrase était une brique dans la construction de la mémoire collective et l'histoire donnait à la nation sa hauteur. Vous dites qu'en 95, cet édifice devient vétuste, plus ou moins, et que la mémoire prend le pas sur l'histoire. Et la mémoire, elle est écrite au je. Hein, je me souviens, c'est pas nous nous souvenons. Hein. Et c'est là où il y a peut-être une perte du sens commun pour une redéfinition du sens commun, mais à travers plusieurs mémoires individuelles. En 95, on parle d'un nouveau point de départ, un projet collectif qui devient le moteur. On parle d'américanité, on parle de territoire, on parle de modernité, on parle d'égalité entre les hommes et les femmes, on parle de valeurs, somme toute. Est-ce que la nation a disparu? Non. Elle s'est transformée. Elle s'est déplacée vers un imaginaire prospectif, vers le projet de société. Mais elle est inextricablement liée à sa narration et à la médiation de sa narration. La nation est sur scène. La commission de la capitale nationale, qui imite celle d'Ottawa, est créée.
et commence ses travaux. l'Association internationale des études québécoises se déploie aussi. On remplace plus ou moins la monumentale façade de l'Assemblée nationale avec ses héros et ses allégories par la fresque des Québécois dans la place Royale à Québec, où on sécularise en quelque sorte parce qu'on met Champlain, on met Guy Lafleur, on met avec un espèce de trompe-l'œil qui fait en sorte que n'importe quel touriste ou nouveau Québécois peut entrer dans la représentation du groupe. Et donc, il y a vraiment un espèce de changement de dimension qui s'opère. Bon, pour faire Frédéric Gauchet, parce qu'on est quand même aussi la sécularisation du religieux a préparé l'avènement d'une nation culturelle. Le crucifix déplacé du Parlement n'a pas été rejeté, il a été patrimonialisé. Encore une fois, un changement de dimension. Donc, le sacré est devenu patrimoine. La transcendance est devenue une espèce de mémoire horizontale. Donc, ce mouvement, loin d'être seulement un affaiblissement, correspond à une réorganisation du symbolique. Là où le récit national se déployait autrefois sur la longue durée, genèse, épreuve, horizon d'émancipation, il s'est progressivement aplati sur le présent. Si on écrit l'histoire à partir du présent, le problème, c'est qu'on ne peut narrer le présent qu'au passé. Le temps du projet a laissé place au temps de la performance. Cette nation flottante est performative. Chaque commémoration, chaque débat, chaque manifestation culturelle est un théâtre où elle apparaît, elle disparaît, elle revient. Donc, éclipse, non, mais clignotement, oui. Paul Ricoeur nous rappelle que l'identité narrative survit même lorsque le récit se transforme. La nation spectrale, le fantôme de la nation, c'est cela. Elle existe dans les gestes symboliques, dans les moments où nous nous reconnaissons collectivement autres. Le Musée de la civilisation à Québec, avec sa nouvelle exposition « Le Québec, virgule, autrement dit », nous montre vraiment la performance du présent, puis vraiment ce changement de régime d'historicité, comme vous avez cité Hartog. La nation y est évoquée, Koselleck, pardon. La nation y est évoquée, mais à travers des termes ou des valeurs. Les artefacts n'ont pas de grande valeur en soi, en eux-mêmes. Ils ne sont pas très évocateurs. On n'est pas dans l'objet de mémoire. On est dans une organisation esthétique cohérente, sans direction ni tension historique. Donc, on va avoir des blocs, des modules entre lesquels le visiteur doit déambuler et ces modules portent le nom de valeurs. Par exemple, l'entraide, la rencontre, une espèce de credo hérité de la bonne conscience. Mais pour faire sens de ça, le visiteur doit obligatoirement parler à d'autres visiteurs. Alors, encore une fois, on révèle dans la puissance d'évocation des artefacts, mais par le récit que le présent donne aux objets. Il reste des bornes chronologiques qui sont désubstantivées. On dit 1995, référendum. On ne dit pas échec du référendum, on ne dit pas victoire du candidat. Non. Il n'y a pas de force symbolique dans les chronologies, mais reste qu'il y a des bornes repères pour offrir justement aux visiteurs peut-être quelques outils de discussion. Mais le récit s'est dissous dans la scénographie. Alors, la nation est-elle un décor symbolique? Est-ce que c'est ça le nouvel imaginaire national?
J'ai l'impression que la nation ne se raconte plus, mais elle se performe. Euh, pour parler donc avec Derrida, elle devient une espèce de fantôme social, un être collectif, mais sans corps politique. Ce déplacement est subtil, mais déterminant. La culture ne se contente plus, la culture de la nation, disons, ne se contente plus d'exprimer ce que serait la nation québécoise. Elle la fabrique en continu, mais à la façon d'une Pénélope, pas McQuaid, là, celle d'Ithac, qui détricote chaque soir son travail du jour pour laisser l'espoir en fil reprendre la place du récit le lendemain. Donc, j'ai l'impression que c'est la culture qui désormais tient lieu de souveraineté symbolique, mais cette culture-là n'est pas subventionnée. Dialoguer avec vos travaux, c'est comprendre que la mémoire n'est jamais perdue, elle migre, elle se transforme, elle devient performative, et c'est précisément cette spectralité de la nation québécoise qui prouve que la mémoire de la nation continue d'exister et d'agir. Voilà mon commentaire. Alors, merci beaucoup. Je vais parler. Jérémy a commencé un peu sa présentation en se positionnant en quelque sorte, hein. Donc, il est un politologue qui travaille pour les imaginaires nationaux. Il est français, donc il présente une perspective un peu détachée en quelque sorte de ce qui s'est produit en 1995. Il aurait pu ajouter qu'il était sans doute trop jeune également en 1995. C'est pas voulu dire. C'est gentil pour nous. Et donc, mon positionnement est un peu différent. Donc, je suis politologue, mais je travaille surtout sur l'opinion publique, que ce soit de façon quantitative ou qualitative. Et en 1995, j'ai 19 ans. En septembre 1995, j'ai 19 ans. Je viens d'un petit village au nord de Montréal qui s'appelle Charlemagne, qui est réputé pour être le village de Céline Dion, bien entendu, et également de Camille Lorrain, le père de la loi 101. Et je vais à l'école, juste avant le référendum, j'allais au cégep à l'Assomption, où Jacques Parizeau est le député. Et donc, je suis un jeune indépendantiste québécois convaincu et qui prie pour que le Québec devienne un pays, bien entendu. Et je fais le choix de tout bon nationaliste québécois qui est d'aller étudier à l'université McGill, un pavillon de l'indépendantisme québécois. Et donc, bien entendu, ma perspective sur le référendum est encore, malgré moi, très influencée par ces mois décisifs dans ma vie. Stephen Zweig, le grand romancier autrichien, dit qu'on ne peut jamais totalement se débarrasser de la foi de sa jeunesse et de ce qui nous a animés. Et donc, je pense que mon commentaire ici, que je le veuille ou non, à la fois académique, mais à la fois également très émotif, sans doute, lié à cette époque-là. Et en parlant de Jérémy, ce qui m'intéresse surtout, en lien un peu avec mes travaux, mais également avec ma mémoire, c'est la façon dont on définit qui est membre de la nation et qui est l'autre de la nation et comment on a changé cette définition-là. Et la contribution que Jérémy fait à cette littérature-là, indirectement, dans ce que j'ai pu lire, j'ai lu environ une quinzaine de pages, qui est un document d'environ plus de 800 pages. Donc, c'est très, très minime, mais en même temps, mon but, c'est de peut-être aider Jérémy à par la suite faire une contribution à la littérature en sciences politiques. Et là, ce qui me semble, c'est que essentiellement depuis le milieu des années 80, Raymond Breton publiait un célèbre article, pas si célèbre que ça, comparativement à ses travaux sur la complétude institutionnelle, où il dit dans les années 80, la nation québécoise, c'est une nation civique. Et donc, voilà, on s'est passé de la nation ethnique à la nation civique. Et donc, voilà, on n'a plus besoin d'en discuter. Et là, ensuite, récemment, mon ancien collègue récemment retraité, François Rocher, a publié un excellent article dans Nations and Nationalism où il dit ce qui s'est transformé, c'est essentiellement l'autre du nationalisme québécois. Et c'est essentiellement, on est passé depuis les 15 dernières années d'un autre qui était la figure de l'anglais, hein, à essentiellement la figure de l'immigrant. Et donc, c'est ce qui est au cœur de la transformation du nationalisme québécois. Et là, il me semble qu'un élément important de mémoire, à quelque sorte, de Jérémy, parce que notre mémoire, souvent, nous juge des taux, elle me juge des taux,
où il nous rappelle que finalement, cette distinction-là est problématique en quelque sorte, dans la mesure où il y a des différences importantes entre 80 et 95, qu'on a souvent, peut-être avec la mémoire, on a oublié. Et là, je trouve que c'est un aspect qui est fascinant. Il y a un dialogue avec François Rochet, à mon avis, où en 80, c'est vraiment la figure de l'anglais. Et en 95, l'autre, c'est le Canada anglais. Bon, c'est peut-être une différence un petit peu minime, mais elle est quand même importante parce que c'est-à-dire que l'opposition à l'anglais, il est l'anglais chez nous aussi, alors que l'opposition au Canada anglais, c'est une distinction qui est essentiellement géographique et territoriale. Donc là, il y a un élément avec lequel je trouve qu'il y a une contribution importante de Jérémy que je trouve tout à fait importante et nécessaire à la lumière de peut-être une dichotomie trop agressive que l'on fait, qu'on a fait récemment. Cela étant dit, j'ai un peu plus de misère peut-être, et là, c'est peut-être un argument, quelque chose auquel on doit aller prendre une bière après, Jérémy, parce que peut-être je te lis. Où j'ai un peu un problème, c'est... je ne pensais pas faire cette critique-là, mais tu t'as ouvert cette critique-là dans ta présentation, donc je vais la faire, où tu dis, en 95, il y a deux discours nationalistes, non ethniques. Un qui est le nationalisme libéral de Parizeau, et je suis content parce que Parizeau, malheureusement, bon, la soirée du référendum, mais historiquement, il était pro-immigration, il était proche de Godin, même ensuite, en 2012, il s'est opposé au projet de charte, donc il n'a jamais été un nationalisme, disons, républicain. Donc, j'étais content que tu l'interprètes de cette façon-là. Mais là, ensuite, tu nous dis, ben, il y a également un nationalisme républicain en 95, communautaire, collectiviste, qu'on va revoir par la suite, entre autres dans le débat sur la charte. Et là, c'est là qu'à mon avis, tu dois, et ce que tu ne fais pas, tu dois faire l'interaction ici. Et là, je ne suis pas en désaccord avec toi. Mais il faut que tu reviennes, à mon avis, à la notion de l'autre du nationalisme. C'est-à-dire que quand le nationalisme républicain des années 95 est en place, son autre, c'est le Canada. Et à ce moment-là, son autre, c'est nous sommes plus sociodémocrates. Et ça, c'est très important, ce discours-là en 95. Le gouvernement fédéral de M. Martin a coupé dans les transferts sociaux. Et ça, c'est un discours qui résonne énormément chez les jeunes à l'époque. Encore une fois, c'est peut-être mes souvenirs, mais c'est nous sommes plus progressistes que le reste du Canada. Et donc, cette base communautaire-là, elle n'est pas la même que ce qu'on voit dans les débats actuels. Et ça, pour moi, le nationalisme québécois, là, je partage le point de vue de François Rocher, et là, je nous amène aujourd'hui. Ce nationalisme-là s'est transformé de façon importante depuis 30 ans. Il s'est transformé parce que dans sa dimension républicaine, l'autre est devenu l'immigrant qui n'accepte pas nos valeurs selon ce discours-là. Et là, l'autre aussi, il fait partie, oui, il peut se joindre à nous, hein, oui, en autant qu'il accepte nos valeurs, mais chez le discours de certains nationalistes québécois aujourd'hui, ces valeurs-là sont celles d'une communauté judéo-chrétienne. Donc, à ce niveau-là, il y a une transformation majeure qui est très différente. Et ça, mon collègue et ami Peter Grafe a appelé ça l'esprit de 95. Et cet esprit de 95-là qui a affecté beaucoup de personnes, qui est un projet de société. Ça, ton ancien superviseur, qui était mon superviseur aussi, Alain Gagnon, avait publié un article important à l'époque, où ce qu'il disait que c'était two societal projects clashing. Hein. C'était pas justement two nation building projects. C'était deux projets sociétés. Et ça, je pense que c'est important de le mentionner. Je vais juste conclure quelques mots juste quelques mots sur les jeunes et la souveraineté que Michel Bach a mentionné. Je pense qu'il y a eu deux sondages favorables. Les sondages plus récents, ce qu'ils montrent essentiellement, c'est une augmentation de l'intérêt, mais cette augmentation-là est beaucoup moins que pouvait l'être dans ma génération il y a 30 ans. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de baby boomers comme mes parents qui pensent que finalement, ils vont l'avoir. Oui, mais je pense qu'il faut être modéré quant à nos attentes. Et à mon avis aussi parce que il y a des possibilités d'un projet de cette espèce de dimension communautaire républicaine que tu mentionnes. On la voit dans certains éléments, mais elle est encore à définir, à mon avis, aujourd'hui, d'une façon qui n'est pas l'autre nationalisme que je t'ai parlé. Voilà. J'arrête.
Et merci à vous trois pour ces échanges absolument passionnants. J'aimerais peut-être donner l'occasion à Jérémy peut-être de réagir aux commentaires qui ont été faits, soit ceux d'Anne ou ceux de Luc, s'il y a Luc. Ben, je vais prendre juste ceux d'Anne, parce que ceux qui sont plus critiques. Donc, non, ben, les deux, je suis d'accord également avec vous deux. Puis merci à tous les deux pour votre lecture. Puis Anne pour un travail davantage de recension que de critique, mais qui a beaucoup enrichi le propos, je trouve. Je vais peut-être juste répondre sur le dernier point de Luc, puisqu'on est encore un petit peu là-dedans. Je suis assez d'accord, en fait, sur ta critique, mais je vais quand même enfoncer le clou. C'est-à-dire je sais pas, peut-être que tu as soit, je ne te donne pas le sens que j'ai voulu donner à mon propos, mais il y a quand même ces deux tendances libérales et républicaines. Je suis d'accord qu'il y a une question, effectivement, qui est liée à l'autre immigrant. Mais justement, il faut aussi tenir compte que c'est l'autre immigrant dans le cadre du Canada fédéral, dans le cadre du Canada de la Charte de 1982, qui fait du multiculturalisme un principe bon, je suis français, un peu à l'échelle du républicanisme en France. 82, ça consacre 71 aussi, ça consacre la loi sur le multiculturalisme. Donc il y a aussi ce volet-là, puis c'est pas pour rien que justement en 95, tout le camp du non va beaucoup mobiliser cette question-là de la diversité, essayer d'individualiser aussi les enjeux du référendum, dire que enfin, il pourrait y avoir des dangers réels ou imaginés, le discours c'est un peu ça, à brouiller les cartes euh, pour justement les libertés individuelles, les libertés religieuses, les cultures minoritaires, etc., etc. Puis, y compris justement en 95, je pense que le discours du oui répond aussi à ce discours-là. C'est pour ça qu'on a justement cette division entre ce que j'ai appelé le civisme, le nationalisme civique libéral et le nationalisme civique républicain. Mais ensuite, effectivement, cette dualité, là, cette dichotomie qui en fait n'est pas seulement la dichotomie du mouvement souverainiste, mais de la société québécoise, puisqu'on le voit aujourd'hui, ceux qui s'échappent autour de la laïcité ou de l'interculturalisme et de l'intégration nationale ou de la convergence culturelle, on est tous souverainistes. Pourtant, ils débattent là-dessus, justement, sur le sens de la société québécoise, de ce qu'on peut appeler le vivre ensemble. Je trouve cette formule. Bon. Si je peux, les discours du oui étaient sur un très large spectre. Et les dénominateurs communs étaient assez peu nombreux, mais le spectre était très large. Puis je pense que si on se rappelle de la campagne publicitaire du oui, là, on peut vraiment aller voir à la fois la Marguerite le rêve, on peut aller voir l'égalité entre les sexes, on peut aller voir la pièce $1, les travailleurs. Donc, je pense que c'est le discours iconographique qui était finalement le plus rassemblant. Puis juste après, justement, pour aller récupérer l'autre dans ce nouvel interculturalisme dont Raphaël est spécialiste, mais il y a vraiment ce discours maintenant qui se prononcerait plus. Visuel aussi sur les autobus. Les yeux en amande, le cœur québécois, les cheveux crépus, le cœur québécois. Donc, ça veut dire quoi ça? Au Québec de 95. Quand on est là maintenant, 30 ans plus tard. Merci beaucoup. À nouveau, tu as répondu, tu as défendu ma cause. Bon. Moi, je voulais réagir sur la notion de sécularisation que je n'ai pas mentionnée, mais qu'Anne a mentionnée pour moi. C'est une notion que je mobilise justement dans le cadre de l'analyse et du rapport à la mémoire. Quand je parle de sécularisation de la nation ou des sociétés, je fais écho non seulement au ce qu'on appelle communément le désenchantement du monde, c'est-à-dire le fait qu'on est dans des sociétés modernes occidentales sorties du religieux, mais aussi il y a une forme de deuxième désenchantement du monde, de deuxième sécularisation, et là il faut prendre le mot sécularisation vraiment dans le sens de son étymologie, c'est-à-dire ça vient du latin saeculum, qui veut dire ce qui est en son siècle, et justement le rapport à l'histoire, il démontre une forme de sécularisation, puisque l'histoire longue, l'histoire pluriséculaire, on va avoir tendance à l'évacuer. Puis je pensais à ça quand tu parlais justement du présentisme et du récit, là, comment le récit en quelque sorte, ou les artefacts historiques en fait s'écrasent dans une forme de présentisme. Aujourd'hui, avec l'exemple du musée de la civilisation, et justement en 1980, on n'est pas dans un récit sécularisé. Et en fait, même la structure du récit, les accents du récit sont même assez bibliques. Il y a quelque chose
quelque chose d'amusant là dans la manière dont il y a une forme de récit du martyr, de la cause, de la mission encore qui existe en 1980. Puis justement, il va se séculariser parce que ça va être une histoire qui va être toujours une charge émotive, mais en tout cas, elle va être largement désactivée aussi aujourd'hui. Au point, j'en parlais au colloque de jeudi passé, qu'organisait justement Anne, en avril 2014, je ne sais pas si vous vous souvenez, Congrès national du Parti québécois, bon, Parti québécois, c'est républicain, c'est autre question, mais Paul Saint-Pierre Plamondon qui plaide pour l'indépendance, puis qui dit, bah, au fond, le Canada nous a toujours maltraités, on peut remonter au moment de la conquête, on peut remonter au moment de la rébellion des Patriotes, et puis là, qu'est-ce qui se passe dans la presse? Réaction, ah, Paul Saint-Pierre Plamondon nous parle d'histoire, c'est des vieilles affaires, c'est plus pertinent, etc. J'avais mobilisé, j'avais parlé d'un article qui était paru dans Le Soleil, puis le titre de l'article, c'était Cacher ce passé. Donc, c'était une réaction aux éditoriaux, aux éditorialistes qui disaient, au fond, on s'en fout de tout ça, c'est plus d'actualité, ça ne nous concerne plus, ça n'a plus d'importance pour le pain et le beurre, comme encore une fois en bon français. Et également, ce que je trouve intéressant dans l'exemple qu'a mobilisé Anne, là, sur la nuit au musée, ben, c'est justement la façon dont on invite les visiteurs, je le disais, en fait, à faire ressortir le sens dans le dialogue. Et ça, c'est en quelque sorte aussi la continuation, justement, de cette ascension de la société civile, puis d'une histoire qui est à la fois plus tellement transcendante mais immanente, mais ce récit aussi qui va se construire au sein de la société, qui va se construire par le bas. Et l'histoire, elle n'a plus cette dimension verticale, aussi cette dimension ben, qu'on pourrait qualifier de téléologique, ben, qui trace un trait entre le passé et l'avenir, une forme de logique, de récit qui ben, mobiliserait. Et justement, la difficulté de la société présentiste, c'est l'absence de sens, au sens de signification, et au sens de la direction aussi. On peut se donner quelques minutes, hein, si vous avez des questions pour nos panélistes. La parole est à vous. Il n'y a pas que ce soit. Trois exposés extrêmement riches. Oui, Clarence? Oui, ben, merci pour vos présentations. J'avais une question pour Jérémy. Dans le fond, vous avez montré que, dans le fond, les références au passé entre les campagnes de 80 et de 95 se sont beaucoup anonymisées pour peut-être des arguments entre guillemets, plus pragmatiques ou peut-être pas le bon mot, mais en tout cas, qu'est-ce que vous pensez qui pourrait expliquer ce changement-là? Est-ce que c'est la crise, les crises économiques dans les années 80-90? Est-ce que vous avez certaines idées par rapport à ça? Il y a des facteurs conjoncturels, sans doute du domaine de celui que vous venez d'évoquer, mais pour moi, les causes sont plus profondes que ça. Et puis, justement, Anne parlait de l'œuvre de François Hartog. François Hartog explique qu'au fond, dans les années 80-90, on assiste à un changement de régime d'historicité, c'est-à-dire que, ben, justement, l'histoire, quelle était la formule latine qu'elle avait mobilisée, là? Historia magistrae vitae, donc l'histoire comme maîtresse de la vie, qui ordonne, qui donne le sens. Sans doute que je fais une très mauvaise, je le fais de mémoire, mais je ne suis pas sûr que C'est ça. maîtresse de vie, oui. Mais justement, il y a une forme de déclin, de délégitimation du rôle social, si on veut, de l'histoire. Le rôle social de l'histoire, c'est précisément la mémoire, qui se consacre, qui s'établit à ce moment-là. Puis, en quelque sorte, la recherche tend plutôt à le démontrer. Puis, si on va en Écosse, en 2014, c'est encore plus vrai. Parce qu'en Écosse, en 2014, que disent les nationalistes écossais? L'Écosse est une vieille nation. Parlons d'économie. C'est à peu près ça qui se passe. Il y a plus de récit historique, on n'en parle plus, ça compte plus, ça intéresse plus tellement les gens. On part de ce principe-là. Moi, mon opinion personnelle, c'est que ça continue d'intéresser les gens. Il faut savoir encore le dire de la bonne façon. Merci. Stéphane Dulac. Oui, merci beaucoup, Jérémy. Je suis heureux que tu mobilises la notion d'imaginaire, parce que elle nous apprend beaucoup, à mon avis, sur la forme toujours contemporaine des idéalités dans la vie politique, etc. Donc, la discussion avec Anne, notamment autour du changement de paradigme et du changement d'historicité, est à la fois une continuité dans l'imaginaire, en tant que substrat ontologique, mais aussi un déplacement sur l'objet de cet imaginaire.
Alors, ma question ici, c'est plutôt, à partir de là, ce rapport qui est imposé depuis une mauvaise lecture de Renan, à mon avis, de l'opposition entre civique et ethnique. Est-ce que c'est un cadre analytique ou c'est un cadre idéologique? Quelle nation peut se construire à partir d'un cadre civique? Ça n'existe pas. Je veux dire, si le statut de la langue aujourd'hui au Québec, est-ce que c'est un statut qui doit être pensé hors de ce qu'on appelle ethnique? Bien sûr, il y a une conception de l'ethnicité égale au racialisme. Bon. Mais historiquement, qu'est-ce que la culture? C'est ça la question. Qu'est-ce que la Elle est culture? facile celle-là, Stéphane, merci. Non, mais l'imaginaire fait référence chez Castoriadis et chez Weber à des significations imaginaires sociales. Celle-ci doit s'ancrer dans un monde partagé qui est bien sûr réapproprié, repris, réinterprété. C'est pour ça que l'identité narrative, herméneutique, c'est très importante. C'est en dehors de tout naturalisme. Et donc, ceux qui utilisent le terme ethnique comme qualificatif péjoratif, c'est un argument idéologique. Moi, quand je suis arrivé au Québec, j'ai la malchance aussi d'être français, tout comme toi, j'ai compris des choses, c'est qu'il y a une culpabilité énorme des nationalistes québécois par rapport à l'accusation possible d'ethnicisme. Et évidemment, la formule de Parisot, ici, de ce point de vue-là, a été catastrophique, de ce point de vue-là uniquement. Mais c'était effrayant des discussions autour, par exemple, de qui peut voter au moment du référendum. En Nouvelle-Calédonie aujourd'hui, on a gelé le corps électoral sur 20 ans pour éviter les problèmes liés aux gens qui arrivent sur le territoire, qui sont là depuis 6 mois, 1 an et qui vont voter sur le destin d'une communauté nationale. Donc la peur de l'accusation d'ethnicisme renvoie à l'impossibilité de réfléchir à la question de l'appartenance en dehors du simple fait de résidence, qui est un énorme problème historique sur l'imaginaire national. Voilà. Merci beaucoup, c'est très très riche. Je dirais d'abord, peut-être, j'aime bien partir de la fin du propos. Sur la Nouvelle-Calédonie, j'ai écrit un petit peu là-dessus, pas beaucoup sur la Nouvelle-Calédonie, mais justement, j'ai parlé au sujet de ce critère-là de la condition de résidence de 20 ans. C'est une forme de paradigme ethnique déguisé, en fait. C'est une manière d'empêcher les nouveaux arrivants, d'empêcher l'arrivée massive de nouveaux arrivants qu'on pourrait encourager par des incitatifs économiques depuis la métropole à aller s'établir en Nouvelle-Calédonie, par exemple. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là, puis il ne faut pas oublier que tout ça part justement de l'accord de Nouméa de 98. Donc, l'idée, c'était d'essayer d'abord de pacifier la situation suite à l'accord de Nouméa. Donc, il fallait aussi laisser la poussière retomber, mais il ne fallait pas non plus qu'on ait un droit de vote accordé un peu à la formule écossaise, c'est-à-dire l'Écosse, je pense que vous êtes au courant, mais pour le référendum de 2014, on a considéré que pouvaient voter tous ceux qui résidaient sur le territoire écossais depuis au moins 1 an, à condition qu'ils soient soit de citoyenneté britannique, soit de citoyenneté du Commonwealth, soit de citoyenneté européenne. Donc là, le paradigme était résolument territorial. L'autodétermination, c'était celle de the people who live in Scotland. Luc, tu me corriges pas? Non, je te corrige pas. Je faisais juste bouger. J'ai peur maintenant. Mais donc oui, cette question du nationalisme ethnique, effectivement, elle est omniprésente. Puis d'ailleurs, on le voit quand on analyse les discours, je le disais, 95, le camp du non utilise énormément cet épouvantail-là. Puis j'ai parlé dernièrement avec Louis Balthazar qui me disait qu'il était sur des plateaux de télé canadienne-anglaise, passait son temps à essayer d'expliquer aux Canadiens anglais que non, le nationalisme québécois n'était pas ethnique, qui était très ouvert, etc., etc. Et puis d'ailleurs, il me contait que le soir du référendum, il continue d'expliquer ça. Puis là, il y a la phrase de Jacques Parizeau. Et évidemment, il se sentait bien. Mais oui, tiens, je te tutoie. On ne s'est jamais tutoyé, mais bon, excuse-moi. Mais je suis assez d'accord sur la question de Renan, en fait. C'est vraiment une question centrale parce que cette dichotomie civique-ethnique, elle part de la lecture d'un côté d'Ernest Renan, qu'on a identifié au nationalisme civique, et puis de l'autre, Fichte, Strauss, Herder, effectivement, dont on a dit, bon, nationalisme ethnique, la race, etc. Bon, si on va lire Herder, c'est beaucoup plus sophistiqué que ça. D'ailleurs, Herder est un lecteur de Renan. Mais Renan, si on le lit bien, c'est pas nationalisme civique au sens où il n'y a rien. Renan, il nous dit, ben, la nation, c'est un plébiscite de tous les jours. La nation, elle se fonde davantage sur les sacrifices que sur les gloires. Donc, la dimension de mémoire, elle est très importante chez Renan. Et puis, il y a aussi un volet futuriste. Il y a vraiment, futuriste au sens, s'imagine les voitures volantes, futuriste au sens où il y a une projection de la nation
chez Renan qui est déjà présent. Donc, on ne peut pas dire nationalisme civique tel que vu par Renan, c'est un nationalisme sans identité, sans mémoire, sans langue, sans culture, etc. Il y a tous ces éléments-là, mais on dit aussi la langue invite à s'y réunir, mais elle ne contraint pas. Donc, bon, ça peut être un paramètre. Mais surtout, ce qu'il faut retenir chez Renan, c'est celui de la volonté. C'est le paramètre de la volonté. Ce qui fait que une nation est une nation, chez Renan, c'est que on veut y appartenir et on manifeste au fond l'action sociale qui correspond à cette manifestation de la volonté. Donc souvent, quand j'enseigne le nationalisme, j'explique que, par exemple, la question linguistique, dans cet élément-là, nationalisme civique, ben, il va nous dire, ben, vous pouvez apprendre la langue et vous deviendrez un Québécois, par exemple. Un nationalisme ethnique, il va dire, mais quoi, même si vous apprenez la langue française, vous ne serez jamais un Québécois. Et donc là, on voit l'opposition, en fait, que dressent Renan et Fichte, dans un sens. D'un côté, c'est le volontarisme, la volonté qui fait le sens de la nation civique. Cette volonté, elle peut être chargée d'une exigence culturelle plus ou moins étendue, d'ailleurs. Et de l'autre, eh bien, ce qu'on a appelé le critère du déterminisme, au sens où quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, on ne pourra pas faire partie de cette nation-là parce que il y a des critères déterminants. C'est fixé à l'avance et puis. Ben, je pense que justement, dans les points, les points qui sont des points d'identification, des suggestions de choses à laquelle on peut s'identifier pour être québécois. Oui. Mais là, il y a un brouillage en ce moment. En 95, c'était très clairement où il y avait plusieurs points d'ancrage. Aujourd'hui, on ne sait pas trop. Je pense que c'est un peu ça. Puis si on peut jouer au docteur, là, c'est-à-dire jouer à l'imagerie médicale, tu sais, puis taper dans tous les sens là, pour essayer de voir se dessiner une masse. Et après, on dit, ah bon, ben c'est ça. Tu sais. Oui. Mais il faut multiplier les ondes. Et on est encore dans cette opération-là, à mon sens. Ben, moi, je précède juste pour. Après, Stéphane, je suis parfaitement d'accord avec toi. Moi, je n'utilise j'utilise jamais les concepts de nationalisme ethnique et civique. En fait, dans nos travaux à nous, ce qu'on fait, c'est on présente, on appelle on regarde les critères d'appartenance, comment les gens s'identifient. Et ce qu'on demande, c'est bon, on fait la distinction des critères, je pense en anglais, on appelle ça ascriptifs, là, donc qui sont, tu peux pas changer. Donc, tes ancêtres qui sont nés au Québec ou ta couleur de ta peau, ces choses-là. Et des aspects, disons, volontaristes. Et la langue, c'est toujours, quand on fait des trucs statistiques, la langue, les gens, quand ils disent le français, ça va avec avec un enjeu volontaire. Donc, tu peux l'apprendre. Donc, tu peux être membre. Le seul truc ensuite qu'on a fait dans des trucs plus récents, c'est qu'on a mis les valeurs québécoises. Et là, tu vois qu'à ce moment-là, quand les gens disent il faut adhérer aux valeurs québécoises, là, par exemple, les attitudes deviennent très différentes. Donc, les gens qui considèrent qu'il faut adhérer aux valeurs québécoises pour être un vrai Québécois, ensuite, leurs attitudes tendent à être moins en faveur de l'immigration, d'avoir des attitudes plus négatives par rapport aux minorités. Donc, c'est ça que le discours, c'est pour ça que moi, le discours, même il y a très peu de nationalistes ethniques aujourd'hui dans le monde. C'est plus si utile que ça, cette distinction-là, parce que c'est beaucoup plus les nationalistes qu'on appelait ethniques à l'époque. Aujourd'hui, on beaucoup plus un langage axé sur celui des valeurs qu'on associe à une civilisation judéo-chrétienne, par exemple. J'aurais une question pour toi, si je peux me permettre d'abuser de ma tribune. Très pointu pour Jérémy sur l'argumentaire du camp du non en 95. Le Canada a été fondé dans sa forme contemporaine en 1867. Il a été refondé en 1982. Le Canada de 82 et celui de 1866, c'est pas tout à fait le même. Hein? C'est le Canada de la dualité nationale qui doit peu à peu remplacer dans un certain imaginaire fédéraliste par le Canada du multiculturalisme, voire le Canada post-national de Justin Trudeau, éventuellement. Et dans l'argumentaire du camp du non, que ce soit au Canada anglais ou que ce soit au Québec, est-ce qu'on a voulu défendre la fédération envers et contre 82, ou est-ce qu'on a voulu s'appuyer sur le tremplin?
symbolique que représente 82 pour maintenir la fédération? Je répondrai un petit peu les deux. Euh, en fait, on va jamais le faire explicitement, défendre 1982, mais ça va se faire par ce que j'ai appelé dans ma thèse l'infusion normative du multiculturalisme. C'est un petit peu l'effet qu'on voit justement avec l'argument de la diversité. Diversité, ça doit être un des mots qui revient le plus. Je m'amuse à le quantifier, mais c'est omniprésent dans le camp du non et dans le camp du oui. Ça, c'est intéressant. Donc, on le voit en fait l'effet de 82, mais en tant que tel, jamais personne va mobiliser la loi constitutionnelle de 1982, la charte, le rapatriement, etc. Même à l'extérieur, que même chez les anglophones. Un petit peu, mais ils sont quand même conscients qu'on vient de sortir de querelles constitutionnelles, je dis, de querelles constitutionnelles au Canada après, avec Meade, Charlottetown, et puis bon, ce qu'a donné 82 dans les médias après. Donc, il y a quand même cette conscience-là qui fait qu'on évite de le faire, mais ça peut servir à certains. Par exemple, on va voir pour le coup dans le camp, je ne sais même pas si on peut les classer dans le camp du non, mais j'aurais dû créer un camp du bon débarras aussi. Parce qu'il y a aussi dans l'Ouest canadien cette lecture-là du Québec, bon, au fond, s'ils veulent sortir, ce sera mieux, ça nous permettra d'être entre nous, de clarifier la situation. Et puis, bah, en plus, eux, ils veulent opprimer les minorités, alors que nous, bah, justement, on a la charte, ils n'en veulent pas. Donc, il y a ce discours-là aussi. Par contre, je reviendrai sur 1980, et c'est très intéressant sur la lecture de 1867, parce que là aussi, on voit la question des deux peuples fondateurs, chez qui ils se manifestent et chez qui ils ne se manifestent pas. Et on le voit énormément au Québec. On le voit en particulier chez l'Union nationale. Là, on voit en fait l'héritage de Daniel Johnson père. Mais si on regarde du côté fédéral, chez les libéraux, on va très peu le voir. On va avoir un peu la lecture de Trudeau du temps d'agir. Là, c'est les deux collectivités et non pas les deux communautés. Donc, elles n'ont pas de vocation politique, vu que c'est des collectivités. Mais chez les conservateurs, par contre, on va le voir. Les conservateurs canadiens, on va le voir. Ouais. Et même, on va le voir chez le NPD de Ed Broadbent. On pourrait peut-être, on n'aura peut-être pas l'idée aujourd'hui que le NPD puisse être dualiste, mais il était comme Ed Broadbent. Je voudrais juste revenir sur la question du nationalisme civique. Moi, je continue à l'utiliser parce que je pense que le nationalisme civique, c'est pas le nationalisme civique tel que le conçoivent ceux qui en ont fait la critique au Québec. Parce qu'au moment justement des accommodements raisonnables, on a dit, bah, faut sortir de cette idée du nationalisme civique. Et justement, c'était un nationalisme civique vidé de sa substance. Or, comme je l'ai répondu à Stéphane, je pense pas que le nationalisme civique soit nécessairement vide de toute substance. Ça peut être justement un rapport volontaire, y compris à la mémoire. En fait, le problème du nationalisme civique, c'est qu'il est toujours dans l'opposition avec le nationalisme ethnique. Donc, c'est un peu ça aussi. Sauf si on le distingue entre libéraux et républicains. D'autres questions, commentaires? Oui. Je prends une dernière. J'aurais juste une question pour Jérémy. Tu as beaucoup insisté sur les différences en fait, entre 80 et 95. Et en fait, je me demandais s'il n'y avait pas une continuité. Parce qu'aujourd'hui, dans le discours du PQ, notamment, il y a un rappel constant à 95, et même d'une génération qui n'a pas connu, si rapidement, qui n'aurait pas connu 95 et qui aurait voulu connaître 95, ça aurait été un âge d'or du nationalisme. Et vous l'avez un peu dit même à travers votre histoire. Et donc, je me demandais quelle était finalement cette continuité. Parce que le nationalisme a quand même toujours tendance à se recréer une histoire à partir de son propre camp de nationalistes. Donc, comment ils avaient mobilisé cette idée de 1980? Comment 80 est présent dans 1995, qu'est-ce qui reste en fait? Je dirais que... Est-ce qu'il reste quelque chose en fait de 80 finalement? On parle que de 95. Oui, dans le référendum de 95, qu'est-ce qui reste de 80? Je dirais que c'est la séquence immédiate. C'est la promesse de 80 de Pierre Elliott Trudeau qui est trahi quasiment dès le lendemain avec la nuit des longs couteaux. Le 4 novembre. Oui, en plus, le 4 novembre. Le 4 novembre. Ouais. Comment je veux dire? Donc, je dirais que oui, ce qui reste de 80, malheureusement, c'est pas 80. C'est 81, 82. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qui... Aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de 80? C'est une bonne question. Ce qui reste de 80, je dirais que c'est ce qui reste aussi... c'est drôle parce que c'est encore une fois une forme de point aveugle, mais c'est ce qui reste d'après le discours de Parizeau. C'est-à-dire que le discours de Parizeau, en quelque sorte, a annulé ce moment 95 dans la mémoire. Oui, il y a des jeunes qui auraient voulu être là en 95, mais moi, ce que j'ai entendu quand je suis arrivé au Québec, beaucoup, c'est j'aurais été plus à l'aise de voter oui en 80. Alors que si on regarde les discours dans le détail, je suis pas persuadé. Je
Je suis pas persuadé. Mais il y a beaucoup de gens qui sont plus à l'aise avec cette mémoire de 80 parce que l'évêque incarne une sorte d'ouverture, de nationalisme moderne, ce qu'il était pour son époque. Il ne faut pas oublier que c'était dans son époque, où justement, l'évêque, si on le lit, il y a quelquefois des choses qui peuvent sembler assez ethniques, même si d'autres n'ont pas ce terme-là. Oui, il parlait d'une noyade démographique. Donc, Des commentaires? Une fois, deux fois, trois fois? Ben, écoutez, je vous demande de vous joindre dans donc, nous allons poursuivre la discussion, si vous voulez. Merci à vous d'être là. Une petite annonce, notre prochaine activité au CRCCF aura lieu dans 48 heures, donc jeudi, le 6 novembre. C'est une grosse semaine pour nous, une séance consacrée à la problématique des bibliothèques et des archives en milieu francophone et minoritaire, avec Alain Roy notamment, ancien de Bibliothèque et Archives Canada, avec Tim Pamel, pour discuter justement de la problématique des centres d'archives et des bibliothèques en milieu francophone minoritaire. Donc, nous nous y revoyons ici, donc, dans 48 heures, jeudi à 5h30. Merci de votre présence ce soir et merci à l'avance pour votre présence jeudi.